Et cette semaine a été marquée par l'annonce de la création de la Super League. On en a beaucoup parlé. Donc cette nouvelle compétition par 12 des plus grands clubs européens. D'accord. Et selon eux, eh bien, cette compétition est censée sauver le football. Alors est-ce que vous avez l'impression que le football est menacé? Parce que si on estime qu'on doit venir sauver le football, c'est qu'il y a une menace. Alors, à votre avis, est-ce que le football était menacé? Ou est menacé, du moins? Non. Oui. Moi, je pense que le football n'est pas menacé, mais certains acteurs veulent permettre au football de suivre la cadence de l'évolution du monde. Aujourd'hui, les lois évoluent, les principes changent, la technologie continue de faire chemin avec le football et de nouvelles compétitions naissent. Donc, en somme, je pense qu'au-delà de peut-être certaines choses qui existaient avant, il y a d'autres choses qui sont apportées pour permettre au football de continuer son chemin. Moi, je pense que le football a fait du chemin. Et le football a fait du chemin en gardant une certaine orthodoxie. C'est-à-dire qu'il y a eu un certain conservatisme qui est resté dans le football. C'est l'un des sports qui évolue le plus lentement. Regardez même l'adoption de la VAR. Comment ça a été combattu? Avant même l'adoption de la VAR, les grandes organisations internationales de football avaient préconisé l'augmentation des arbitres. Ils ne voulaient pas l'intervention de la technologie dans le football. Depuis que la VAR est là, elle est contestée malgré les résultats qui, à mon sens, sont assez positifs au vu de son impact dans l'équité du jeu. Quand on revient maintenant au niveau de l'European Super League, il y a une question qui se pose, celle de la méritocratie. C'est vrai que c'est un modèle qui a été pris un peu sur les ligues américaines. Mais les ligues américaines, ça fait des décennies qu'elles évoluent comme ça en vase clos et elles ont réussi tout simplement à intégrer cela dans la mentalité générale des générations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui s'adonnent à ces ligues, à ce type de ligue, ne sont pas du tout surpris par le fait de voir toujours les mêmes équipes s'affronter. Mais au niveau du football, ce n'est pas ça. Le football a toujours recherché, je dirais tout simplement, ce petit frisson-là. Là où on voit un club venu de nulle part, venir battre un grand club. Vous voyez? Et ça, c'est un peu tiré de l'histoire même de l'Europe et ils ne veulent pas que cela change. On organise ce genre de compétition, on bloque un certain nombre de places pour des équipes. Et même à ce niveau, on se demande qu'est-ce qui emmène à dire, par exemple, qu'Arsenal mérite d'y être par rapport à Porto qui a remporté la Ligue des Champions dernièrement. Donc, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. Ils ont préféré regarder l'attrait financier, c'est-à-dire quel est le club qui attire le plus de supporters, quel est le club qui a le plus de revenus, et on va faire une ligue entre les riches. Et donc, certaines personnes, certains clubs ont estimé que ce n'était pas juste au vu de l'histoire du football, au vu de ce qu'est le football pour les masses. Sinon, d'un autre côté, il faut faire quand même la dissociation entre le football populaire et le football d'élite. Mais je pense que les initiateurs de l'European Super League ont compris. Ils ont dit que c'est un projet qu'ils vont réfléchir à nouveau, excusez-moi, pour voir comment l'améliorer. Ils ont vu quand même les premières insuffisances. D'accord. Allez, je vous rappelle la question LGT de ce soir. Les compétitions de la CAF sont-elles adaptées à l'environnement actuel du football? Eh bien, ça y est, le téléphone est ouvert. Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Yellow, même question pour vous. Est-ce que vous avez l'impression que le football est menacé? Je pense que le football a été menacé. Déjà, il faudrait situer le contexte. Il y a eu la crise à coronavirus. Et pendant ce contexte-là, pendant cette crise-là, les clubs ont été menacés, le sport mondial a été menacé, le football a été menacé parce que déjà, il y avait moins d'entrées ou plus d'entrées financières par rapport déjà aux sponsors, à la vente des biens à la billetterie ou bien, par exemple, aux ventes d'articles dérivés. Donc, déjà, l'industrie du football a été menacée à cause du contexte sanitaire de la Covid-19. Et je pense que c'est ce contexte-là qui a poussé les grandes équipes qui dépensent plus parce que l'effectif qu'elles ont déjà, qui fait rêver plus d'un, l'effectif est assez cher et ces équipes-là n'avaient pas forcément ou véritablement des fonds pour pouvoir continuer à pouvoir suivre leurs différentes équipes. Donc pour moi, le football mondial a été menacé à un certain moment. D'accord. Est-ce qu'on peut sauver le football sans impliquer tous les acteurs, honnêtement? Mais c'est impossible. Voilà.
C'est impossible parce que même après avoir fait sortir l'épée, après avoir brandi l'épée, l'UEFA est en train de dire que nous allons discuter avec tout le monde, on va essayer de trouver une solution. Ça a commencé par un différend financier. Il y a le groupe des 12 qui a demandé tout simplement une part de gâteau beaucoup plus élevée pour leur permettre de pouvoir, je dirais, supporter leurs charges. Leur charge. Et de l'autre côté, l'UEFA était réticente. Il faut tout simplement comprendre que c'est la face visible de l'iceberg. Cela a commencé depuis quand même quelques années. Depuis 2009, il y a eu une négociation sur une réforme de la Ligue des Champions et l'UEFA était catégorique, elle ne voulait pas avancer d'un iota. Et l'année passée, les clubs ont réussi à la faire bouger, mais l'UEFA était prête à bouger à partir de 2024. Alors qu'avec la crise du coronavirus, les déficits financiers de ces différents clubs ont commencé à grandir, mettant à mal leur viabilité. Et donc, il fallait réagir dans l'immédiat. Je pense que de part et d'autre, la sagesse va gagner les uns et les autres et il y aura forcément une négociation. Le football d'élite ne peut pas exister sans ces 12 qui ont été cités. Et ces 12 ont besoin également du football populaire pour pouvoir continuer, je dirais, de maintenir leur hégémonie sur cette discipline. Alors, prenons même, pour continuer sur ce que Jean-Philippe est en train de dire, quand il y a eu cette situation, certaines personnes au niveau de l'Europe ont décidé, ont demandé à l'UEFA quand même de les sanctionner, ces clubs, ces 12 clubs qui avaient décidé de créer la Super League. Et derrière, l'UEFA, les sanctions, c'était quoi? L'exclusion de ces différents clubs-là au niveau des différentes compétitions. L'UEFA a dit, c'est pas possible, puisque si on exclut ces clubs, il y a quand même des droits TV qu'il faut payer pour ces matchs restants et ça sera difficile pour l'UEFA de pouvoir le faire. Donc, du coup, il y a des enjeux financiers tellement engagés au niveau de ces compétitions qu'on n'arrive pas, aujourd'hui, l'UEFA ne peut pas se lever pour sanctionner ces clubs. Mais quand vous sanctionnez ces clubs, derrière, il y aura, je dirais, un gros trou au niveau même de l'UEFA. Parce que ces clubs, aujourd'hui, quand même, ce sont des institutions qui pèsent très, très lourdes au niveau du football européen. Donc, il faut aller doucement avec eux. Mais pour revenir même à la question, on se souvient quand même de la situation au FC Sion. Quand il y a eu la crise sanitaire, le club avait décidé quand même de baisser les salaires des joueurs sans toutefois aviser les joueurs. Derrière, on a vu ce que ça a créé avec le cas d'Oumbia Seydou et les autres qui ont boycotté le club et qui ont été sanctionnés par la suite. Donc moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on peut sauver une situation sans inviter. On ne peut pas sauver plutôt une situation sans inviter tous ceux qui ne prennent pas, je dirais, à cette manifestation ou à cette association. D'accord. Alors, je vais vous poser la même question, côté téléspectateurs. Est-ce que les compétitions de la CAF sont adaptées à l'environnement actuel du football? On parle bien de l'attractivité, on parle bien je veux dire... Du modèle même d'organisation de compétition. Absolument, absolument. Est-ce que les compétitions de la CAF sont adaptées à l'environnement actuel du football? Vous allez répondre par oui ou par non sur les petites ardoises. Et vous, je vous rappelle le numéro de téléphone, 00225 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Donc, on parle bien vraiment du modèle proposé par donc, le football actuel. Est-ce que les compétitions de la CAF sont adaptées à l'environnement actuel du football? Allez, on lève les petites ardoises. Alors, j'ai dit oui, tout le monde dit oui et Jean-Philippe dit non. Alors, Yellow. Oui. Déjà, je dis oui parce que les compétitions actuelles de la CAF, quand on situe encore le contexte, les différents événements de l'environnement actuel du football sont les différentes compétitions. On parle de la Coupe du Monde, on parle d'autres compétitions qui régissent carrément la FIFA. Quand on parle des compétitions africaines, je voudrais parler de la CAN, de la Ligue des Champions, de la Coupe CAF. Je pense que c'est du CHAN aussi. Je pense que ces différents événements sportifs africains collent aussi au programme mondial du football, parce que déjà on parlait de rendre la CAN, la périodicité de la CAN de 2 ans à 4 ans, pour moi qui tuerait carrément tout ce qui est la CAN, et je crois que les différents événements du football africain collent parfaitement avec le programme mondial. Moi, j'ai rien à dire. Yellow a totalement raison. D'accord. Ça colle parfaitement avec tout ce qu'on demande là-bas. D'accord. Jean-Philippe. Bon, d'abord, moi, je trouve qu'au niveau des compétitions africaines, il y a un gros manque d'attractivité. Prenez, par exemple, le cas des 2 compétitions majeures du club, la Champions League et la Coupe CAF. Vous regardez, par exemple, le jour des matchs, même les week-ends ou en semaine, combien de télévisions nationales proposent ce genre de programme
au niveau de leur chaîne. Pas énormément. Voilà, le premier élément. Donc, pas d'attractivité concernant ces compétitions. Vous pouvez partir dans différents pays. Même en Côte d'Ivoire ici, trouver un citoyen lambda, demandez-lui qui a remporté la dernière édition de la Ligue des champions africaine, il ne pourra pas vous dire le nom. Si vous lui demandez pour l'Europe, il va le dire aussi facilement. La Coupe CAF, c'est pareil. Ensuite, ces compétitions sont restrictives. Parce que dans leur modèle de fonctionnement, après 2 phases à élimination directe, on va d'une phase de poule, on descend, je crois, sur les quarts de finale et demi-finale, finale. Il y a très peu d'équipes qui arrivent à se retrouver, je dirais, dans les dernières phases concernant cette compétition. Quand vous regardez le modèle européen, on rentre déjà, bon, à part les pays qui ont un petit coefficient, on rentre dans les phases de poule. Ça permet à certains clubs de pouvoir, au fil des rencontres, trouver leur niveau, pouvoir sortir et puis se qualifier pour la suite. Quand on prend les représentants ivoiriens, puisqu'on est ivoirien, on le voit rapidement. Au niveau déjà même des 2 phases à élimination directe, on n'a plus de représentants. Si vous continuez sur ce modèle, dès qu'un pays n'a plus de représentants, automatiquement dans le pays, on ne s'intéresse plus à la compétition. Donc ça, c'est l'autre élément. Il n'y a pas assez de compétition sur le continent africain. Et le président de la Confédération africaine de football l'a reconnu. Il veut même organiser un championnat d'Afrique des universités ou des écoles. Oui. Il n'existe pas de Ligue des champions féminine. Voilà, c'est maintenant que cela est en train d'être initié. Donc ça, c'est un autre élément. Le retard est trop grand également. Henri Joël parlait également, retard au niveau de la technologie. On joue une Ligue des champions africaine où on attend d'atteindre les demi-finales avant de passer en mode VAR. Il n'y a pas d'attractivité, mais vous voulez qu'on en rajoute. Vous voulez qu'on L'attractivité se crée, effectivement. L'attractivité se crée par Allez, par le modèle et par le nombre de compétitions. Et même au niveau des émoluments, les émoluments sont en baisse. La première édition de la Ligue des champions africaine remportée par le Raja plus la SEC d'Abidjan, on voyait combien les clubs gagnaient. Mais cela a baissé. Les clubs gagnaient, je crois, plus de 2 millions de dollars, soit 1 milliard de francs CFA. À partir de la 4e, la 5e édition, on est descendu à 1 million de dollars, 600 millions. Donc il y a beaucoup d'éléments comme ça qui ont poussé certains clubs à un peu se détourner de ces choses-là. Et puis bon, aujourd'hui, la Ligue des champions africaine, ça passe comme une compétition lambda sur le continent. D'accord. Vous avez 30 secondes pour parler. Pour parler de modèles, on a les mêmes modèles européens ici. On a la Ligue des champions, on a la Coupe CAF qui représentent les mêmes compétitions au niveau de l'Europe que sont la Ligue Europa et bien sûr la Ligue des champions. On a la CAN comme l'Euro, on a le CHAN qui n'existe pas là-bas. Peut-être la Ligue des Nations, on me dira oui. Donc on a les mêmes modèles de compétition. Sauf que c'est maintenant à la CAF de mieux vendre, de mieux communiquer sur ces différents événements-là afin d'attirer le maximum de personnes autour. Ah ouais. Voilà. Allez, le mot de la fin, c'est pour Jojo. Effectivement, s'il y a des joueurs qui sont capables de nous produire le spectacle, on va regarder tous les joueurs là, quand ils sont en train de jouer dans leur club, ils cherchent à partir en Europe. Qui va regarder? Il excelle net, il s'en va en Europe. Donc je pense que s'il y a de bons joueurs, il y a des joueurs qui mouillent vraiment le maillot, qui en valent la peine, eh bien on va regarder. Eh bien, d'accord. Merci. ouais, effectivement. Merci, Jojo. C'était ma contribution. Merci. Oui, c'est gratuit. Merci. Allez. Effectivement. Eh bien, ça y est, c'est la fin. Il était nul, hein, mon sifflet de la fin, là, hein, dis donc. Je reprends. Ça Voilà. annonce le Là, commencement c'était bien la mieux. fin. Là encore, c'était pas bon. C'est pas bon? Ouais. On va s'en contenter. On va régler ça pareil. en antenne. Allez, c'est la fin de ce numéro de la Grande Team. Merci d'avoir passé ces 90 minutes en notre compagnie. On va se retrouver demain pour la dernière de la semaine qui se fera avec un ou une artiste. Eh bien, on vous réserve la surprise jusqu'à demain. En attendant, reposez-vous bien et on se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, à 20h30 sur la 3. Excellente soirée à tous. Bye.